Bon pour moi, ça tourne quand vous voulez. D'accord. Donc bonjour, je m'appelle Benjamin, je suis compagnon Emmaüs Roya. Donc je travaille avec Emmaüs depuis 5 ans. Et j'aurais deux, trois petites questions, donc plus ou moins différentes. Donc la première, étant donné le taux d'abstention aux élections, comment avoir confiance en vous et votre programme? Alors moi, c'est vrai qu'il y a un truc qui me distingue vraiment des autres, c'est que je ne dis pas votez pour moi et puis vous allez voir ce que vous allez voir. J'arrive à la présidentielle, vous vous réveillez le lendemain et ouf, c'est le bonheur sur terre quoi. Voilà. D'accord. Non, moi je me présente en disant que en fait la présidentielle elle changera pas notre sort. Elle changera pas notre sort. Quand je parle de notre sort, je parle du sort des femmes et des hommes du monde du travail. Voilà, et je suis une des rares candidates à dire que pour changer la vie des travailleurs, quand je dis travailleurs, j'inclus ceux qui galèrent avec des périodes de chômage, des périodes de petits boulots, enfin voilà, j'inclus l'ensemble de ceux qui doivent travailler pour vivre. Eh bien moi j'assume de dire que pour que la vie change pour nous, bah, faut se battre en fait. Faut se battre contre les capitalistes. Donc en fait moi je suis pas, comment dire, je me présente pas avec un programme électoral. En fait je me présente avec un programme de lutte. Et ce que je dis, c'est que moi, ma candidature, c'est un appel au combat, c'est un appel au rassemblement, c'est un appel à se faire respecter, mais en retrouvant cette force qu'on peut avoir quand on fait grève, quand on manifeste, voilà. Donc, tu vois, ça fait quand même de moi une candidate un peu, comment dire, un peu à part. Très bien. Et ceux qui ont peur que je trahisse, tu vois, mes engagements, je leur dis, mais avec moi, vous êtes bien... C'est bon, parce que comme je fais pas de promesses, je pourrais pas les trahir. Ça marche. Du coup, comment impliquer les citoyens dans le débat politique afin d'éviter les discours plutôt populistes? Ben, en fait, c'est vrai que moi, je milite moi, depuis que j'ai 18 ans. Et je milite et j'essaye de faire en sorte que les gens autour de moi, mes amis, mes voisins, enfin mes collègues, s'engagent aussi. Et justement, je milite pour qu'ils fassent de la politique. Alors, je suis toujours confrontée à cette idée, mais moi, voilà, moi, je ne m'y connais pas en politique, c'est pas mon monde, etc. Et moi, je bagarre pour dire la politique, c'est est-ce que tu arrives à remplir ton frigo. La politique, c'est est-ce que tes besoins ils sont satisfaits, est-ce que tu arrives à trouver du boulot. C'est ça notre politique à nous. Il faut que nous, on fasse notre politique, c'est-à-dire qu'on défende nos intérêts. Pour moi, faire de la politique, c'est défendre ses intérêts, et puis c'est défendre une certaine vision de la société. Mais sa vision, voilà, et je pense que tout le monde peut faire de la politique. Tout le monde doit faire de la politique. Parce que bon, je veux dire, si on s'en remet à d'autres pour défendre ses intérêts, on est mal barré. Non, il faut... Et se dire que finalement, c'est... Faire de la politique, c'est défendre ses idées, sa vision de la société. Voilà. Donc, je pense qu'en fait, on en fait tout le temps la politique. Quand on gueule parce qu'il y a une queue pas possible au supermarché ou que les prix, on fait de la politique. Voilà. Donc il faut que... Et moi, ce que j'essaye, ce que je veux avec mes camarades, c'est qu'on soit un parti, justement, qui parte des préoccupations des femmes et des hommes des classes populaires, et un parti qui cherche pas des places dans le système, parce que nous, ce système, on veut le changer, on y reviendra peut-être, mais par contre, un parti qui permette aux gens de se rassembler et du coup de se battre sur leurs intérêts au quotidien. D'accord, mais du coup, j'aurais une petite dernière question. Donc, quel est votre projet pour améliorer la vie et le futur des jeunes, en particulier ceux issus des quartiers défavorisés? Alors nous, on veut changer la vie pour tous, hein, mais bon, évidemment pour les jeunes aussi. Mais pour nous, changer la vie des jeunes, c'est renverser le capitalisme. Voilà, moi, j'ai pas envie, dans cette campagne, là, ils sont tous en train de dire « Ah, moi, au pouvoir, je vais donner un revenu universel pour les jeunes à partir de 18 ans, je vais leur donner 1000 euros, moi, ça sera 800, moi, ça sera 1100, etc. » Moi, j'ai pas envie de dire ça aux jeunes. Moi, j'ai envie de dire aux jeunes, on peut faire que la société, elle soit vachement mieux.
On a la possibilité de créer une société sans ces inégalités, sans ces injustices, sans ce chômage de masse, sans cette course au profit, sans cet aveuglement-là. On peut le faire, on peut le faire. Ça dépend de nous, de nos combats. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est que voilà, il faut qu'ils rêvent, il faut qu'ils s'autorisent à rêver à une société où il n'y ait plus d'exploitation de l'homme par l'homme, où il n'y ait plus justement des riches, des pauvres, où il n'y ait plus, où il y ait plus de frontières. Moi, je rêve à une société où il n'y ait plus de frontières. Ça c'est peut-être pas mal. C'est vrai que plus ça de pourrait être frontières, voilà. Mais je pense que ça, c'est possible. Les frontières, elles ont été construites par les hommes. Elles peuvent aussi être détruites par les hommes. Eh ben oui. Voilà. Et donc, moi, j'ai envie de proposer ça aux jeunes. J'ai envie de dire, bon, on marche sur la tête aujourd'hui. Enfin, il y a des mecs qui peuvent s'offrir des balades dans l'espace. Il y en a d'autres qui crèvent dehors, qui n'ont pas de chez eux, qui errent d'un pays à un autre. Voilà. Des gens qui peuvent... Alors maintenant, il paraît qu'il y a un marché, c'est plein boom. Là, c'est les voitures qui sont vendues à 400 000, 500 000 euros. Les Tesla et tout ce qui va avec. Ouais, et voilà, il paraît que c'est hyper... Enfin, le marché du luxe est en train d'exploser. Bon, ben voilà, à côté de ça, tu as des gens qui vont se priver. Voilà, se priver pour se nourrir, même pour se nourrir. Donc, enfin, tout ça, c'est... On marche sur la tête. Pour moi, il n'y a rien de... Il n'y a pas de fatalité à ça. Et moi, mon combat, c'est un combat révolutionnaire. Et ce que j'ai envie d'offrir à cette jeunesse, c'est justement cette conviction que c'est possible, Voilà, j'ai envie ouais, c'est ce que j'ai envie de leur apporter, quoi. Alors, bon, c'est possible, mais il faut faire. C'est-à-dire, c'est aux jeunes aussi de... C'est-à-dire, voilà, moi, je suis pas... j'offre pas... Enfin, personne peut offrir un changement de société sur un plateau. Cette société, il faut qu'on la change. Et moi, je pense que les jeunes, il faudra qu'ils soient à l'avant-garde. Voilà. C'est pas faux. Ça marche. Bah, merci pour les réponses. C'était bien dit, bien formulé. Ok, ça marche. Mais, bah, merci. Ça fait plaisir. Bah, je pense qu'il y a déjà eu ce genre de discussion avec d'autres candidats, mais... Bah, c'est vachement différent. Entre chaque candidat, c'est vraiment... Il y a des personnes qui sont vraiment sur un avis bien fixe, bien fait, et d'autres personnes justement qui laissent un peu plus d'opportunités, on va dire ça comme ça. Par exemple, la dernière personne qui est passée, vraiment, elle avait déjà plusieurs critères, plusieurs choses qui allaient déjà changer en fait, qui va changer et qu'ils ont prévu de changer. Bon, après à savoir si ça va passer ou non, mais par exemple les revenus jeunes, je trouve ça plutôt pratique. Donc après, faut être vachement dans certains critères ou dans certaines cases pour les choper. Mais je me dis d'un côté aussi ne pas avoir trop on va dire s'il n'y a qu'une seule route, ça va être super compliqué. Tant ici, t'en crées plusieurs un petit peu à droite à gauche, plusieurs opportunités, je pense que ça peut être plus judicieux, je pense. Plutôt que de laisser un avis, genre par exemple, ils veulent mettre un RSA jeune, bah du coup pour les jeunes de moins de 25 ans, ça pourrait être pas mal, mais du coup il faudrait rentrer dans certaines cases, certains critères que du coup 90% des jeunes ne rentrent pas, quoi. Ouais. Du coup je pense que laisser un petit peu plus, comment dire, bah, de rêve comme tu as dit, je pense que ça pourrait être plus bénéfique. Pour les jeunes, un peu plus tôt, quoi. Après ce serait bien de nous apprendre ça un peu plus tôt pour pouvoir rentrer dans le monde du travail plus facilement. Parce que là du coup, pour trouver du boulot, on peut trouver du boulot, mais du boulot stable c'est encore un peu compliqué, quoi. Ouais. Donc, ouais. Et tu vois, moi j'ai souvent cette discussion avec ceux qui proposent là, ces revenus minimum. D'abord, moi je trouve que c'est un peu, comment dire, ils véhiculent pas mal d'illusions, parce qu'en réalité, ce pognon, pour le dégager, il faudra le prendre sur qui? Alors soit on le prend à nos grands-parents, à des gens qui sont déjà dans la galère, bon mais ça c'est facile, ils savent faire. Mais en fait, moi je pense que ça n'a de sens que si on le prend à ceux qui ont du fric. Et c'est toujours un combat de leur arracher du pognon. C'est toujours un combat d'arracher un peu d'argent aux capitalistes, ça il faut le dire. Donc moi ceux qui disent, voilà je vous sers sur un plateau 1000 euros pour les jeunes, etc. Je pense qu'ils oublient un petit détail, quoi. Le détail qu'il va falloir l'arracher et se bagarrer contre eux. Alors ça c'est déjà une première chose. Puis la deuxième chose aussi que j'ai envie de dire, c'est que, bon, 1000 euros, bon alors on te donne voilà, un revenu pour que tu puisses à peu près survivre, etc. Donc, mais moi ça me fait vraiment penser, c'est un mode de fonctionnement où quand on appartient aux classes populaires, on est jeune, on est moins jeune, et ben voilà, on te donne un peu des miettes, quoi.
Alors, et puis ça continue après quand tu es plus vieux, hein. Même quand tu as un boulot, hein, on te donne un peu d'argent pour faire ton plein, parce que tes salaires, ça suffit pas. Ça suffit jamais en fait. Et ben moi, ça me révolte. Ce qui me révolte, c'est que ceux qui sont à la base de la société, l'écrasante majorité, et puis qui travaillent, et qui vont... ce qui me révolte, c'est qu'ils vivent des miettes. C'est vrai que c'est vrai. C'est qu'ils vivent des miettes, et c'est qu'à un moment donné, voilà, moi je pense qu'il faut dire, mais nous on veut pas les miettes. Nous, on veut pouvoir gérer cette société pour qu'elle fonctionne d'abord pour nous, comme on souhaite la voir fonctionner. Donc, tu vois, c'est pas seulement... Moi, je pense que ce que j'ai envie de dire aux jeunes, il faut faire péter le cadre là dans lequel on veut nous faire raisonner. Moi, je pense que... Enfin bon, il y a plein de choses à changer. Là, je vais déborder, mais il faudrait répartir le travail. On devrait travailler tous beaucoup moins. Mais tous, beaucoup moins. Et oui, pouvoir jouir des richesses, de la possibilité de circuler, de voyager, qui sont aujourd'hui toutes choses qui sont permises aux riches, en fait. C'est ça. Voilà, donc voilà, moi, j'ai pas envie de raisonner dans leur cadre, et sûrement pas dans leur cadre électoraliste, en plus, où de toute façon, quand ils amènent des promesses comme ça, en général... Ils les trahissent parce qu'ils arrivent au pouvoir. Ah mince, c'est la crise. Ah bah ouais, on n'a pas l'argent. Bah ouais, il n'y a jamais d'argent de toute façon pour nous. Donc clairement, de toute façon, tout ce qu'on obtiendra, il faudra l'arracher. Moi, ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire passer dans cette élection. D'accord. Et c'est pareil, du coup, j'ai vu un mot sur ta page. J'ai vu le mot révolution. Donc, pour toi, la révolution, c'est quoi? Pour moi, la révolution, c'est les travailleurs au pouvoir. Pour moi, la révolution, c'est que, par exemple, les salariés, les employés de Carrefour décident de gérer eux-mêmes Carrefour. D'accord. C'est que dans les quartiers populaires, les gens, voilà, les femmes et les hommes des classes se regroupent, décident ensemble des urgences à régler et agissent pour les régler. Voilà. Moi, comment j'imagine une révolution? J'imagine, tu vois, une mobilisation avec, oui, des heurts contre l'ordre établi, ça c'est sûr, mais qui permettent aux travailleurs d'être une véritable force et de pouvoir agir comme ils le veulent. Alors je pense qu'à partir de là, dans les entreprises, ils se regrouperaient et ils diraient, maintenant on veut s'organiser comme ça, on veut organiser le travail comme ça, bosser avec tel ou tel rythme de travail, tel ou tel horaire, on veut faire le travail comme ça et pas autrement, on veut produire ça et pas, parce que ça, on sait que ça va répondre à des besoins vitaux et pas aux riches là et leurs petits caprices, etc. Donc, et que finalement, leur volonté, ce qu'ils ont décidé, ça s'impose, ça est force de loi. Que dans les villages, pareil. Pareil, les gens, toutes les associations se regroupent et disent, voilà, maintenant, l'argent, le budget doit servir d'abord à ce qu'on a décidé ensemble. Pour moi, c'est ça, la révolution, c'est les travailleurs au pouvoir. C'est-à-dire ceux qui font tourner la société. Quand je dis travailleurs, c'est sens large, tu as compris. Chômeurs, personnes handicapées, d'ailleurs, personnes handicapées qui auraient très bien envie de bosser, mais aujourd'hui, ils peuvent même pas parce que de toute façon, au boulot, c'est marche ou crève. Donc, dès que tu as un œil de travers, tu es petit, voilà, tu n'as plus ta place. Voilà, donc... je pense que les retraités, enfin ouais, ça inclut le monde des retraités, mais pour moi la révolution c'est les travailleurs au pouvoir. Et c'est un pouvoir au service de leurs besoins à eux. C'est-à-dire, ça fonctionne exactement à l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui. Sens inverse, d'accord. Et pour toi, comment tu la ferais la révolution? Genre, par quel biais et comment en fait? Je pense que il y a déjà eu des révolutions. Et ceux qui ont démarré la révolution, ils ne savaient pas qu'ils la démarraient. D'accord. En fait, ils se sont juste mobilisés souvent pour sauver leur peau. Pour sauver leur peau, pour que leurs enfants aient de quoi manger, je pense à ce qui s'est passé au moment de la Commune de Paris, mais au moment de la Révolution russe, ça a été contre la guerre, contre la Première Guerre mondiale, ça a été aussi pour avoir du ravitaillement, pour donner à manger à leurs enfants. Ça a démarré par une grève des femmes. Une grève des femmes qui sont allées devant les boulangeries, pour les ouvrir et pour revendiquer qu'elles aient du pain à donner à leurs enfants. Et à partir de là, il y a eu une opposition avec la police. Ils ont désarmé la police parce qu'ils avaient une détermination telle que, tu vois, ils n'étaient pas prêts à se laisser faire. Et ayant désarmé la police, ayant eux-mêmes pris les armes, ils ont décidé d'aller plus loin, de s'organiser et de ne pas laisser revenir tous ceux qui leur avaient fait la misère.
dans les entreprises, et ça a été le démarrage d'une révolution qui s'est échelonnée sur plusieurs mois, où les travailleurs ils ont fait l'expérience de ce qu'ils étaient capables de faire quand ils s'organisaient. Moi, je crois vraiment dans l'organisation collective. Nous, Lutte ouvrière, bon, notre nom, il le dit, mais aussi la campagne, je l'ai fait au nom du camp des travailleurs. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous, notre confiance, elle va dans le fait que, elle va dans le monde du travail, qui en fait font le plus dur, produisent toutes les richesses, font tout tourner, font les boulots de galériens, ils font les plus durs. Et ben nous, on pense qu'ils sont tout à fait en mesure de décider, voilà, de décider, de discuter, de décider. Et c'est ça pour nous les travailleurs au pouvoir. Très bien, super bien Voilà. entendu. Je ne saurais même pas quoi dire plus. Super. En tout cas, si tu m'as compris, si tu oui. vois, ben c'est l'essentiel. Je vois le global, ça voilà. c'est bien joué. Et ben merci, ça fait plaisir d'avoir des réponses comme ça. Je ne m'attendais pas à poser des questions comme ça non plus, mais curieux. Ben, c'est ça la discussion, il faut se laisser aller. Bonjour et bienvenue. Eh ben bonjour. J'aurai 2-3 questions, je vais juste faire 2 questions un petit peu rapides. Et la première que je voulais bien vous la poser, c'est comment vous comptez à valoriser les métiers difficiles et physiques comme le BTP, comme la restauration, comme des travaux publics, et notamment en fonction de salaire et retraite. Ben nous on est pour inverser absolument, on est pour tout inverser. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont valorisés, c'est les parasites, c'est ceux qui font rien de leurs 10 doigts. Ce sont ceux qui ont les capitaux, qui les placent et les font fructifier, alors eux ils sont valorisés. Ouais. En fait, ce qui rapporte, c'est pas le travail aujourd'hui, c'est le capital. Ouais. Voilà, ceux qui ont du pognon. Bah, nous, on est exactement pour faire l'inverse. Nous, on est pour que les travailleurs, ils prennent tout. Tout. Et à partir de là... par un minimum. non, mais nous, on est pour tout prendre. Bah, en fait, même un minimum, nous, on pense que de toute façon, c'est un combat. Et du moment où il faut se battre, il faut aussi se battre avec cette conviction que justement, on fait tout tourner. Et on ne veut pas un minimum. On veut pas un minimum. On veut pouvoir jouir des richesses qu'on produit nous. Exact. Voilà. Alors moi, voilà, j'ai un peu l'habitude de dire, moi, je commencerai par imposer le droit pour les travailleurs d'aller voir les comptabilités, l'argent qu'il y a dans les entreprises. Et à partir de là, les travailleurs, ils diraient à combien on peut fixer leur salaire. Et si on peut embaucher. Et si on peut baisser les cadences. Si on peut un peu baisser le temps de travail. Moi, je suis pour ça, c'est ça mon programme. Mon programme, c'est que, voyant l'argent qu'il y a dans la société, dans leur entreprise, eh ben, les travailleurs, ils décident ce qu'on en fait de cet argent. Aujourd'hui, ce pognon-là, il va chez les propriétaires. Voilà. Soi-disant, ils ont pris beaucoup de risques. Alors, il faut qu'ils touchent... chez les plus riches aussi. Ouais. Donc, bah, nous, on est... Voilà. Donc, moi, je suis pour une société où ça soit d'abord les femmes et les hommes qui font les travaux et les plus durs, qui soient reconnus. Qu'ils aient une place. Donc, oui, dans cette campagne, j'essaye de me bagarrer pour que chacun soit convaincu qu'on doit revendiquer ce qu'il nous faut pour vivre. Alors j'ai fixé 2 000 € minimum. J'ai dit 2 000 € minimum. Il faudrait que le SMIC soit à 2 000 € minimum. Alors il y a plein de gens qui me disent, voilà, mais t'es folle, c'est pas possible. C'est faisable. Voilà, et je dis, mais de toute façon, c'est ce qu'il nous faut. C'est un minimum. Un minimum pour pouvoir te loger, pour pouvoir... circuler, te nourrir, sans être dans l'angoisse permanente à devoir compter chaque sou. Ouais. Surtout des familles nombreuses. Voilà, donc on dit c'est un minimum. Ben, on va se battre pour ce minimum. Voilà, et moi je pense qu'il faut... Aujourd'hui, on est trop intoxiqué par les idées patronales. Et en fait, les patrons, ils veulent qu'on se fasse tout petit, ouais. Qu'on revendique... Même pas le minimum. Ouais. Bah, la première des choses, c'est que de toute façon, vu qu'on doit se battre, il faut qu'on revendique ce qu'on... Et en termes de retraite, qu'est-ce que vous comptez faire aussi? Bah, nous, on pense quand même que le minimum, ça serait de revenir à ce qui se passait il y a 40 ans de ça, c'est-à-dire 60 ans et 37,5 de cotisation. Parce que il y a quand même une grosse entourloupe, c'est que la société, elle est plus riche. On est capable de produire plus vite, plus efficacement, enfin voilà. Et on nous dit qu'il faut qu'on recule, on nous dit qu'il faut qu'on crève au boulot.
Ah non, ça me paraît pas logique. Parce que si on crève au boulot, après, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va plus avancer. Et de toute façon, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes, hein. Les ouvriers, les travailleurs, ils ont une espérance de vie beaucoup plus faible. Il y a 7 à 8 ans de différence d'espérance de vie. Oui, quand on passe toute notre carrière à travailler durement, bah, il y a des problèmes de santé, des problèmes de dos, il y a différents problèmes. Et on ne profite pas de la retraite en fait. Même si on veut profiter, on espère profiter, non, ça ne va pas. Parce qu'on va passer notre temps entre les hôpitaux, bon, bah, c'est un cercle vicieux, mais bon. Je crois que vous avez compris ce que je voulais dire. Bah ouais, et je suis d'accord. Après, Et je suis d'accord. Après, il y a autre chose que je voulais... Je pense qu'il faut arrêter de reculer toujours l'âge de la Ouais. retraite, de toujours durcir, et qu'au contraire, on doit pouvoir justement se soulager même à ce niveau-là, largement. Mais là, c'est toujours pareil. Les richesses, il faut être convaincu qu'elles existent. Et que, en fait, ce qui est fou, c'est que plus il y a des richesses, plus il y a des possibilités dans cette société, plus elles sont confisquées par une minorité, et plus les travailleurs qui en sont à l'origine, ils en sont privés. Donc, c'est un seul et même ensemble. Et pour moi, c'est ça ma révolte fondamentale. C'est qu'on remette les choses sur leurs pieds. Et en parlant de ça, je vais faire un petit clin d'œil pour les petits agriculteurs. Comment vous comptez les soutenir? Parce qu'on ne parle pas trop d'eux, Ouais. mais c'est eux qui sont derrière nous pour nous nourrir, ils font le maximum, ils ne sont pas reconnus. Ouais, alors dans le monde agricole, il y a un peu deux classes, hein. Tu as les capitalistes de l'agriculture, Ouais. t'as Un extrême ou l'autre. voilà, et tu as les petits agriculteurs. Donc bah, nous, on essaye de nous adresser aussi à eux. En tout cas, nous, on les considère comme des travailleurs, on les considère comme des producteurs. Voilà, et effectivement, on pense que la moindre des choses, c'est qu'ils soient payés pour leur travail. Mais moi, beaucoup pensent que ils sont leurs propres patrons et qu'il ne faut pas les mettre dans le même panier que les travailleurs. Moi, je crois qu'ils se trompent. Je crois qu'ils se trompent parce qu'en fait, Ouais, certes, largement. ils ont peut-être leur petite terre, d'accord? Ils ont peut-être leur petite terre à eux, mais en fait, c'est le banquier qui se... Ils sont dépendants de ça. Ouais. Ils sont dépendants du banquier, ils sont dépendants du semencier, ils sont dépendants de celui qui va venir collecter, du transformateur, ils sont dépendants du distributeur. Donc en réalité, ils sont pris aussi en tenaille dans ce système capitaliste. Donc pour nous, bah oui, on essaye de nous adresser à eux, mais avec cette conscience que justement ce sont des producteurs et qu'il faut qu'ils lient leur sort à l'ensemble du monde du travail. Même si je peux me permettre, même leur faciliter un petit peu certains accès, ou bien moins durcir certaines lois pour eux, au niveau des banques, par exemple, si l'État peut porter garant, s'il y a des subventions, c'est un tout, parce que il y en a qui leur manquent des matériaux, il y en a qui leur manquent de pas mal de choses, mais après ça finit par le suicide. Bah oui. Ouais. Et puis, bon, bah, de toute façon, la société, elle est vraiment organisée pour les plus riches, hein. Donc les banques, elles prêtent vraiment qu'aux plus riches, en fait. C'est ça aussi. Ouais. Elles prêtent vraiment, et bien sûr, elles sont prêtes à endetter les plus pauvres pour se faire du pognon dessus, mais pas... C'est pas les mêmes taux de... Voilà, et c'est sûrement pas pour les aider. Alors que tu as des groupes... Bon, bah, quelqu'un comme Bolloré, là, qui explique, enfin, qui a choisi Zemmour, là... Hein, carrément qui présente son candidat à la présidentielle. Bolloré, mais il a profité des subventions de l'État, en veux-tu, en voilà. En veux-tu, en voilà. Et lui, et puis de prêts bancaires, enfin tous ces gens-là qui prétendent voilà, avoir réussi par la force de leur... Hein, en réalité, non. on leur a déroulé le tapis rouge, donc... ben, Ils n'ont pas de mérite. nous, on est pour... voilà, nous, on pense que il faut qu'on reprenne, nous... Voilà, moi, mon programme, c'est pas seulement, comment dire, moi, je me vois pas comme une défenseuse des intérêts des travailleurs. Moi, j'appelle les travailleurs à s'organiser pour qu'on se défende ensemble. Moi, je me mets pas en dehors d'abord du monde du travail. Moi, je suis prof, je vis de mon salaire de prof, je me sens dedans, et je me dis, c'est soit ensemble, on se fait respecter,
et on se bat pour nos intérêts et on se bat même jusqu'à changer complètement la société, la prendre en main, et là on pourra résoudre nos problèmes. Sinon, voilà, sinon on est condamné à se faire piétiner dans cette société. Tout est fait pour eux. Les lois, la justice, la police, c'est fait, voilà, c'est conçu pour défendre leurs intérêts, leur ordre social. Bah, j'espère avec vos idées, avec tout ce que vous défendez, que ça change un petit peu. Moi, ce que je veux, c'est que mes idées, elles imprègnent les consciences. Ouais. Et que s'il y a une mobilisation, une révolte, que j'appelle voilà, que j'espère, eh bien que ces idées-là, elles serviront pour vraiment qu'on change la société. Change ton monde. Voilà. C'est ce qu'on dit. Et moi, je me bats pour justement qu'on puisse dire, bon, qu'on puisse avoir cette fierté de dire, bon, on est des travailleurs, on fait tout. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que nos intérêts passent toujours après les autres. Ouais. Qu'on soit les derniers, il n'y a pas de raison. Il ne faut pas qu'on obéisse toujours. Mais c'est ça. Réagir, ouais. C'est ça. Il ne faut pas qu'on obéisse et c'est dire, bah, nous, on a nos intérêts et on a même un autre type de société à proposer. Ouais. À proposer. Et c'est ce que je discutais tout à l'heure avec Benjamin. Moi, cette société, pour moi, c'est les travailleurs au pouvoir. Carrément. C'est pas être toujours à demander est-ce que vous pouvez. Mais il faut que nous, on fasse les choses. Et moi, je suis sûre que les travailleurs au pouvoir, ils réorganiseraient la société justement pour régler ces problèmes-là. Ouais. Pour régler. Et il n'y a qu'un gouvernement comme ça qui pourra le faire. On croise les doigts. Ah ouais, et puis ça se fera pas comme ça. Hein. Moi, je pense que c'est des mobilisations. Il faudra qu'il y ait toute une période révolutionnaire en fait. Mais il y a plein de pays qui ont vécu des périodes révolutionnaires. Ouais. Il y a plein de moments où les peuples ils se sont battus, où les travailleurs ils se sont battus. Bah, moi je pense que ça reviendra et il faut qu'il y ait un programme pour vraiment viser justement moi ce que j'appelle le pouvoir des travailleurs. Donc c'est pas seulement des petites mesures par-ci par-là. C'est une réorganisation de toute la société moi que je défends. Bah, je suis communiste, on en discutait tout à l'heure. Et ouais, c'est ça pour moi être communiste. Je vous soutiens. Bon, ben c'est sympa. Et ben voilà, un de plus. On va y arriver comme ça. Oui. Il n'y a pas le droit de voter. Et ben, alors là, pas le droit de voter. Et ben, c'est pas un problème, ça. Alors ça, c'est pas un problème. Justement. Enfin, c'est pas un problème. Moi, je suis pour le droit de vote des étrangers. Je l'affirme. Je trouve que c'est dégueulasse qu'il n'y ait pas le droit de vote pour les étrangers. D'ailleurs, entre parenthèses, les gens de gauche, ils l'ont toujours promis, ils l'ont jamais fait. Jamais fait. Ça fait partie des choses que je dénonce hein, et que j'ai au travers de la gorge quand on parle de la gauche au pouvoir. Ça, c'est une... Voilà. Parce que je trouve que ça serait quand ils parlent de démocratie, je ne sais pas comment ils peuvent se regarder dans une glace, mais ils parlent de démocratie et ils privent en fait plusieurs millions de gens du droit de s'exprimer. Donc moi, je le dénonce. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même sans le droit de vote, bien sûr qu'on peut faire de la politique. On peut faire notre politique, justement. Justement, on peut s'organiser. Quand les travailleurs ils font grève, pour leurs intérêts, c'est de la politique. Ben, ils ne demandent pas les papiers des uns ou des autres. Ouais. Tout le monde se bat, tout le monde fait grève. Ben, c'est comme ça, les travailleurs. Quand on se révoltera, on ne demandera pas la carte d'identité, la carte d'électeur ou je ne sais trop quoi. Hein. On se battra ensemble. C'est là qu'on arrivera, je pense, à s'émanciper. C'est bien ça. Mais ce sera avec nos règles. Allez. Donc même sans droit de vote, mettez un petit peu le booster. Même sans droit de vote, tu vois, même sans droit de vote, voilà. On peut, je pense, avancer sur notre politique. Je crois que j'ai eu des réponses. Bon. Des réponses que j'aimerais bien que ça se réalise. Et voilà. Bonjour madame. Bonjour. Je m'appelle Dramé Bassekou. Je suis guinéen, Guinée-Conakry, région de Bokeh. Du coup, j'ai quitté la Guinée depuis 2016. 2016 aussi, fin 2016, j'ai rentré à Italie, décembre. Après 2017, j'ai fait 10 mois à Italie. Après 2017, j'ai rentré à Paris. J'ai fait les demandes d'asile là-bas. 2 fois dégoûté. Après, chaque fois-ci, je dors dehors.
mais grâce à Dieu, grâce à la famille d'accueil, après, c'est lui qui m'a hébergé très très bien. Après, je rentré à la maison de Ofi aussi, Paris, Versailles. Après, j'ai fait là-bas un an et quelques. Des foyers là-bas, j'ai fait un an et quelques foyers là-bas. Après, mon demande c'est fini. Après, il m'a dit je dois sortir à la maison de Ofi. Après, il me dit si je ne sors pas, après il doit appeler la police. La police, il doit m'embarquer pour que je dois aller ou bien Italie ou bien il va me ramener jusqu'en Guinée. Mais j'ai fait la demande, vous n'avez pas accepté mon demande, vous n'avez pas accepté mon demande, pourquoi? Après il me dit, dans mes passés du cours, je dis, moi je peux pas de travail ni rien, je fais les demandes, vous me dégoûtez. Et ça fait... Guinée aussi, c'est le problème qui m'a quitté en Guinée. Après j'ai brûlé mon déjeuner là, c'était brûlé. C'est des enfants de mon père, c'est lui qui est très très méchant à moi. Après, moi avec mon père, on a travaillé sur la ferme comme ça pour planter patates douces avec manioc. Après, mais le deuxième femme de mon père, il voulait me tirer parce que c'est moi qui est le premier fils de mon père. Après, mais le deuxième femme aussi, le deuxième femme de mon père, elle voulait me tirer, mais grâce à Dieu, grâce à le cher des sœurs de mon père, c'est lui qui m'a sauvé pour qu'elle ait déjà vendu deux bœufs. Elle a vendu 2 bœufs pour que je dois quitter en Guinée. Après Guinée aussi, je prends les voitures comment on dirait ça, Conakry Madina. Je prends les voitures là-bas, après je venais jusqu'à Mali Bamako. Mali Bamako aussi, je prends les voitures là-bas. Après, c'est une arabe qui nous conduit jusqu'à le désert de Mali, quoi. Jusqu'à le désert d'Algérie. Algérie là-bas, après, on a déjà marché combien de temps? On a marché jusqu'à 5 heures de temps. On a marché dans le désert. Ouais, dans le désert pour rentrer à Algérie aussi. Algérie aussi, j'ai fait 2 semaines au foyer là-bas, mais on est là au foyer là-bas comme prison, quoi. On est là sous le foyer là-bas comme prison. Après, on est sorti là-bas, après on est parti jusqu'à Libye. Libye aussi, j'ai fait là-bas prison totalement. J'ai fait là-bas prison 2 semaines. Après 2 semaines aussi, j'ai sauté sur les fenêtres. Après, mon 2 genoux là, c'est un peu grave. Vous êtes enfui. Ouais. En fait. Après aussi, je sors là-bas sur les prisons là-bas. C'est un Malien qui m'a récupéré. Après, il m'a dit, après, je voulais te sauver ici après. Donc, tu dois partir jusqu'à l'eau, à côté de l'eau de la mer. Après, on est parti jusqu'à l'eau de la mer. L'eau de la mer là-bas, après, j'ai duré là-bas 2 semaines, 3 semaines comme ça. Après, j'ai payé un peu de l'argent pour donner une arabe avec une noire aussi. Après, ils nous embarqué sur une petite soubia comme ça, 80 personnes. 80 personnes, mais le petit Sobiac là, il a déjà fait une petite incident parce que je ne sais pas combien de personnes qui sont mortes
le petit Soubiac. Après, le gros bâton, Italie. Après, il nous sauvera. Après, dès qu'il nous sauvera, après aussi, c'est pas facile, quoi. Pendant combien de temps? Pendant 3 heures, 4 heures de temps. Après, le gros bâton, ils sont venus. Après, dès qu'ils nous ont embarqués sur les gros bateaux là, après, Italie aussi, dès que j'ai fait là-bas 10 mois, j'ai pas de situation. Je ne gagne pas même l'argent très bien. Je ne fais pas de travail là-bas très bien. Mais je ne travaille pas là-bas. 10 mois, je ne travaille pas là-bas. C'est ça que je le dis directement. Je dois faire les demandes à Paris pour qu'il doit me sauver. Parce que c'est le problème qui me quitte en Guinée. Après aussi, j'ai très duré dehors. Je dirais dehors, je ne sais pas combien de temps je suis dehors. Après, je suis dégoûté. Bientôt, je dois devenir folle comme ça. Mais grâce à Dieu, grâce à Famille Daké, grâce à la communauté de Braille sur Roya, grâce à M. Segrek, grâce à Marianne aussi, ils sont très gentils. Ils sont très gentils, vraiment. Vous voulez, comment adresse l'État, il doit vérifier pour qu'il doit aider les gens pour que les gens ne deviennent pas folles comme ça, ils ne deviennent pas fous. Après, l'État, il doit vérifier ça. Ouais. Moi, je suis, tu vois, une des rares, je pense, candidates à dire que il faut laisser les frontières ouvertes. Ouais. Et il faut permettre aux gens qui ne peuvent pas vivre là où ils sont nés de circuler, de bouger et d'aller là où ils peuvent espérer avoir un travail et vivre. Moi, c'est ça ma conviction. Ma conviction, c'est que dans la société est tellement injuste et inégalitaire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas vivre dans la situation. Ils sont prisonniers. Ouais. Prisonniers de la misère, prisonniers de relations de domination, des fois même transformés en esclaves, c'est vrai, dans plein de coins du monde. Nous, on fait partie de ceux qui pensent que il faut leur donner la possibilité de s'échapper de leur prison. Donc, nous, on est pour la liberté de circulation et d'installation. Et on milite ici en France du côté de tous ceux qui sont sans papier et qui veulent avoir des papiers. Et on pense qu'il faut régulariser tout le monde. D'ailleurs, on pense qu'à la naissance, on n'a pas des papiers agrafés aux fesses. Voilà. Et que cette histoire de papier, ça fait partie encore des choses complètement inhumaines et voilà, pour dresser les peuples les uns contre les autres. Mais nous, on fait pas partie de ceux qui on trouve pas ça normal. Ce monde-là, divisé en pays avec des frontières bien fermées, nous, on rêve d'un monde sans frontières, nous. Et parce qu'en plus, les frontières, elles sont surtout là elles sont là contre les pauvres, en fait. Parce que les riches, eux, ils peuvent passer les frontières. Ils passent les frontières, oui. C'est facile pour eux. C'est facile. C'est juste c'est administratif. Eux, ils peuvent passer les frontières, donc ça fait partie des choses que je dénonce. Moi, dans ma campagne, je souligne que le mot migrant, il est toujours réservé aux pauvres. On ne parle pas, je sais pas, un émir du Qatar ou un millionnaire du Sénégal, il n'est jamais appelé migrant. Ah ouais. Lui, on l'appelle pas migrant, lui on dit monsieur. Le Sénégalais. Voilà. Ah ouais. S'il a de l'argent, c'est vrai, là on leur déroule le tapis rouge. Donc nous, ça fait partie des choses qui nous révoltent. Et nous, et moi, quelque chose que je ne supporte pas, parce qu'en France, il y a eu un ministre socialiste. Alors normalement, les socialistes, ils sont du côté des pauvres, en théorie. Hein. Voilà. Et donc, ce socialiste,
il a dit quelque chose il y a déjà 30 ans de ça. Il a dit la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Alors maintenant, tous les politiciens se servent de ce que le socialiste a dit il y a 30 ans. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, donc il faut fermer les frontières, il faut plus donner de papier, il faut renvoyer les gens à la Méditerranée, etc., etc. Alors, bon, nous, ça fait partie des choses qu'on combat. D'abord, parce que enfin bon, moi c'est une phrase, je ne supporte plus la phrase. Je ne supporte plus parce que d'abord, la misère, en plus la misère, c'est la France qui contribue à l'installer en Afrique. Parce que la France, elle a une responsabilité énorme quand même dans la misère en Afrique, dans le sous-développement, dans les régimes. Donc, c'est vraiment, enfin voilà, tout est... Enfin voilà, j'ai envie de absolument tout dénoncer. Alors voilà, on n'est pas, comment dire, nous on est internationalistes. Et on est pour l'ouverture des frontières. Mais bon, c'est un combat. C'est un combat. Et on est un petit parti. Si on était un parti plus important, bah oui, on pourrait s'engager aussi davantage du côté de tous ceux qui se battent, qui veulent des papiers, qui revendiquent d'avoir, voilà, de pouvoir rester. C'est ce qu'on aimerait. On aimerait pouvoir être plus gros et pouvoir encore plus faire de choses sur ce terrain-là. Mais bon, voilà. On essaye de grossir en tout cas. Ce que je voulais dire aussi, enfin, j'insiste moi dans mes meetings, ce soir je vais en parler. Dans mes meetings, j'insiste pour dire que justement les jeunes, les femmes, les hommes qui sont obligés d'émigrer, pour nous en fait c'est des travailleurs, ils font partie de notre camp. Pour nous, c'est des sœurs et des frères de travail. C'est notre camp. Donc, on doit porter, nous, les intérêts de toutes les femmes et les hommes de notre camp. Et notamment cet intérêt de pouvoir circuler. En plus, je discute beaucoup. Je dis, bon, nous, aujourd'hui, en France, il n'y a pas la guerre. Pour l'instant, touchons du bois, parce que ça peut venir plus vite que... Mais s'il y avait la guerre demain, et si on avait, nous, besoin de partir, de quitter le pays, de partir, eh ben, on voudrait pouvoir partir. Donc, il faut appliquer aux autres les droits qu'on revendique pour nous. Donc, voilà comment nous, on voit les choses à ce niveau-là. C'est une question qui se passe pendant cette Covid, voilà, la pandémie. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ceux qui sont pauvres, qui sont devenus plus pauvres, et ceux qui sont riches sont devenus plus riches? Pour faire le test, il faut payer. Le vaccin est gratuit. Mais comment on fait pour arriver là? C'est quelque chose qui cloche là. C'est ça que je ne comprends pas. En plus, l'avion policier qui te frappe, tu rentres pas là, tu as le passe, tu rentres, tu ne manges pas. C'est pas bon, je sais pas, je comprends rien. Non. Alors moi, Nathalie, quelles mesures allez-vous mettre en place pour sauver l'hôpital public? Alors, non, c'est sûr que là, ce qui s'est passé... Enfin, moi, je trouve que ce qui s'est passé avec l'épidémie, c'est vraiment révélateur comment dire? Est-ce que ça cache quelque chose derrière? D'abord, je trouve que ça a révélé l'état quand même des hôpitaux publics, c'est-à-dire le fait que vraiment, c'était maintenant... C'est la catastrophe aujourd'hui dans l'hôpital public, parce qu'en effet, déjà en permanence, il est en crise. Alors là, dès qu'il y a eu un afflux de malades, ça a pété. Hein. Ça fait partie des choses qui... je pense que ça a aggravé les souffrances. Hein. Vraiment, parce qu'ils nous disent qu'ils n'ont pas fait de tri de malades, mais si, en fait, ils ont déprogrammé un certain nombre d'opérations pour pouvoir traiter les malades de Covid, et ça a été une situation vraiment extrêmement difficile, même pour le personnel. Ils n'avaient pas les moyens, en fait, de se protéger. Enfin bon, ça a montré comment l'hôpital était à l'os. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que le gouvernement, il n'a rien fait. Il n'a même pas été capable d'arrêter l'hémorragie du personnel, parce que les salaires, de toute façon, ils sont indignes. Voilà.
aides-soignantes, ambulanciers, infirmières, de toute façon, c'est des salaires qui sont indignes et des conditions de travail qui sont délirantes. Donc, quand vous imposez à des gens hein, de même pas pouvoir faire leur travail, soigner dans des bonnes conditions, bah, les gens, ils craquent. Ils craquent et ils s'en vont. Donc en fait, là c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec l'hôpital, c'est que le gouvernement il continue de sa gestion habituelle, c'est-à-dire il gère l'hôpital comme une entreprise privée. C'est une manière comptable de gérer l'hôpital et ils ne veulent pas mettre les moyens. Voilà. Donc moi bien sûr que tout ça, ça me révolte. Je pense qu'il faudrait mettre tous les moyens disponibles dans la santé à l'hôpital public, parce que les cliniques privées, elles par contre, elles se gavent. Elles se gavent et elles en ont profité pendant la pandémie. Pendant que les malades, hein, les moins rentables et puis Covid, ils allaient à l'hôpital public, elles, les cliniques, elles ressortaient avec les opérations très lucratives, bien remboursées par la Sécu. Donc ils se sont fait aussi du pognon là-dessus. Donc moi je dis qu'il faudrait que tous les moyens aillent à l'hôpital public et puis bien sûr qu'on augmente les salaires déjà, qu'on permette aux soignants de pouvoir vivre correctement et d'être reconnus par la société. Et là, y compris tous ceux qui auraient envie d'aller vers ces vocations, ils iraient. Il faut qu'il y ait plus de places en formation. Il faut qu'on dégage les moyens. Et moi, je pense qu'on doit le faire, quoi qu'il en coûte, au grand patronat. Le quoi qu'il en coûte, il faut le faire dans l'autre sens maintenant. C'est-à-dire, il faut aller chercher le pognon justement dans les coffres-forts des grandes fortunes, là, qui ont été multipliés par 2 pendant la pandémie. Ce pognon-là, il doit servir justement à l'hôpital public. Oui, c'est les en masques, effet. Alors, moi je crois que aussi, justement, pour cacher la catastrophe de l'hôpital et pour que le gouvernement n'ait pas de compte à rendre sur l'hôpital, il a fait une grande diversion avec l'histoire des masques et l'histoire des non-vaccinés, parce que ça, on n'a pas arrêté de discuter de quoi ? Du pass sanitaire, du pass vaccinal. Ils n'ont pas arrêté hein, de finalement faire reposer la faute sur nous. Hein. Nous, on n'est pas bien parce qu'on ne se vaccine pas assez vite, parce que si, parce que ça. Enfin voilà, ils ont fait diversion pour ne pas avoir à rendre de compte sur leurs propres manquements, sur leur choix à eux. Et justement, le choix d'effondrer l'hôpital public. Mais ça, c'est le fruit de leur politique, tout ça. Donc moi, ça fait partie des choses que je trouve révoltantes. Et alors à côté de ça, oui, le gouvernement, il a sorti la trique, hein, voilà, on va forcer les gens à agir comme ci, et puis à durcir du coup son autoritarisme. Donc oui, ça fait partie des choses que je dénonce. Après, comment on explique que le fait que pour les gens, ça a été une période très difficile et même d'appauvrissement, alors que pour les grandes fortunes, ça a été une multiplication par 2, bah ça c'est le miracle du capitalisme, ça. Ça, c'est le miracle du capitalisme. Elle est belle, la société capitaliste. Hein, et encore une chose, pourquoi le politique est mêlé par rapport aux médecine Pourquoi ils sont mêlés pour donner des lois, pour obliger la population, pour couper la liberté, pour faire les conneries. Parce que les politiciens, ils se servent de tout pour renforcer leur propre pouvoir, voilà. Et là, c'est vrai que l'épidémie, ça a été un bon coup pour Macron. C'était une façon de dire, il faut vous souder derrière moi, tous unis derrière moi, hein, pas une tête ne dépasse, hein, et voilà, faites ce que je dis, voilà. Donc, il a utilisé la crise sanitaire. Ouais. Et c'est vrai que normalement, la crise sanitaire, elle devrait être réglée sur le plan sanitaire, ça devrait être la santé, ça devrait être les médecins, mais les politiques, ils l'ont utilisé. Macron, il l'a utilisé politiquement. Des médecins comme Raoul, tous ces trucs-là. Les médecins, ils ne sont pas forcément d'accord, mais il y a quand même un consensus qui s'est dégagé au niveau des médecins. Un consensus qui s'est dégagé pour dire la vaccination, ça protège. Moi, pourquoi je me suis fait vacciner? C'est pas parce que j'ai confiance dans les actionnaires de Pfizer ou Moderna. C'est parce que les médecins disaient, oui, ça va nous protéger. Donc voilà, moi je place ma confiance. Le terme de valabilité pour nos vaccins, n'importe quel, il ne dépasse pas 3 mois. Donc il faut encore te vacciner. Ouais. Et pour ça, ça va renouveler le pass sanitaire. Ce qui est choquant, c'est ils peuvent peut-être encore faire des progrès, peut-être que les vaccins, ils peuvent. Ce qui est choquant, c'est le fric qui se font sur les vaccins. Oui, c'est ça. C'est ça qui est choquant. C'est que c'est devenu la poule aux œufs d'or pour. Vous êtes piqué à quoi? Vous êtes piqué à quoi? Moi, personnellement, d'abord, je me suis piqué en nature parce que je l'ai eu tout de suite, le Covid, au travail. Hein, j'ai pris le Covid au travail. Donc moi, de toute façon, voilà, ça a été déjà la première dose en nature.
Hein voilà. Vous utilisez le vitamine C, du citron. Et puis je l'ai transmis voilà, à mon entourage aussi, le Covid. Non, parce que je suis partageuse. Ouais, c'est bien, c'est perpétuel. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est Pfizer. Et puis après Pfizer, voilà, bon, mais... Vous savez ce qu'il y avait dedans? Mais non, je ne sais pas ce qu'il y a, Moi ce qu'il y a aussi, dedans. j'ai fait Pfizer. Hein. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais quand je prends le train, je me dis, bon, j'espère que le conducteur, il va bien conduire. Là, je prends une voiture, je me dis, je croise les doigts, je dis, j'espère que l'ouvrier qui a réglé les freins, il a bien bossé. Moi, ma confiance, elle va dans les travailleurs qui essayent de faire bien leur boulot. Voilà. Mais ceux qui dirigent, je sais qu'il n'y a aucune confiance à leur faire. Mais voilà, la confiance, elle repose sur les gens d'en bas. Voilà, ceux qui construisent les maisons, Bien. ceux qui font les vaccins, ceux qui construisent les voitures. Mais eux, ils gagnent des sous et nous, on fait quoi? On dépense, on donne. Et oui. Vous vous présentez comme présidente, non? Ah ben, je me présente comme présidente, oui, tout à fait. Cool. Tout à fait. Tout à fait. C'est une bonne nouvelle. Mais le problème, c'est qu'avec... On espère bien qu'on fera un président pour la France. Le problème, c'est que j'ai assez peu de chances d'être élue avec un discours révolutionnaire comme le mien. En général, ceux qui expliquent qu'il faut prendre le pognon aux riches, ils ont peu de chances d'être élus dans cette société. Ah, et vous voulez le prendre, vous? Ah ben moi je veux pas simplement leur prendre leur pognon, moi je veux leur prendre leur pouvoir, moi je veux tout leur prendre, moi. Je suis votre ami. Hein. Et vous faites quoi avec tout ça, en fait? Ah, Et avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, en fait, vous êtes en train de construire une maison, là. Ouais. Eh ben, on construit la société ensemble. Les travailleurs, moi, je pense qu'ils sont pas seulement capables de construire des maisons, de construire des voitures, ils sont aussi capables de dire comment la société, elle doit fonctionner. On est capable, ensemble, de construire notre société. De construire notre société. Mais ils sont des maisons vides, mais personne dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, mais il faut réaliser que nous, on construit tout. On construit tout. On doit pouvoir construire cette société. Une société qui corresponde à nos intérêts. Donc nous, on est pour les travailleurs au pouvoir. D'abord, j'ai commencé à dire à tout le monde bonsoir. Et, que Dieu bénisse la France et toute l'humanité. Madame, ma première question est de savoir, le jour que vous serez au pouvoir, quelle serait votre pensée? Les gens qui vivent en France, ils n'ont pas de papiers. C'est ça ma première question. Alors, moi, il ne faut pas que j'attende d'être au pouvoir parce qu'il y a peu de chances que j'arrive au pouvoir là dans le contexte actuel. Mais en tout cas, moi, ma détermination, c'est qu'il n'y ait plus besoin de papier. Voilà. C'est qu'il n'y ait plus besoin de papier pour personne. Voilà. Moi, ma conception de la société, c'est la liberté de circulation et d'installation, et qu'on doit juger les gens non pas en fonction de leur papier ou pas, mais on doit juger les gens en fonction de ce qu'ils font pour la société. Et pour moi, dans cette société, quand on est un travailleur, eh ben, on est quelqu'un d'utile et d'indispensable et d'essentiel. Et ceux qui sont étrangers à la société qui ne méritent pas d'avoir de droits, ce sont ceux qui sont les parasites. Voilà. Ceux qui exploitent le travail des autres, qui ne font rien de leurs 10 doigts. Donc moi, ma conception, elle est là. À partir du moment où on appartient au monde du travail, qu'on produit des richesses, qu'on contribue à faire tourner la société, on devrait avoir tous les droits dans cette société. Bonne réponse, merci. Et ma deuxième question est, comment considérez-vous Emmaüs? Comment je connais Emmaüs? Comment considérez-vous Emmaüs? Eh bien, comme des militants. Des militants qui effectivement... d'abord, pour moi, Emmaüs, c'est la preuve que même dans cette société qui est basée quand même sur l'individualisme, sur le carriérisme, sur l'enrichissement, eh bien, il y a des germes il y a de la solidarité, et puis il y a des germes de fonctionnement collectif. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me réconforte. Qui me réconforte de voir que malgré tout, oui, on retrouve des liens fraternels, des liens de solidarité, et il y a des femmes et des hommes qui ont envie de les construire, qui ont envie de les généraliser. Pour moi, Emmaüs fait partie de cela. Bon. Ma troisième question, mais bon, c'est très proche sur la question d'Ivan, c'est pas mal quand même.
Ma troisième question est, est-ce que vous allez toucher Emaï sur le jour que vous serez au pouvoir? Si je suis au pouvoir, si vous pouvez le toucher, quoi. les aider. Ouais. Il a peur que quelqu'un qui vienne, en fait, qui au pouvoir, qu'on ait un changement, et que oui. C'est le seul endroit où les personnes Ah oui, d'accord. sans papier ont un accueil. Moi, je pense que s'il y avait un pouvoir et un gouvernement du côté des travailleurs, toute la société serait organisée comme Emmaüs. Toute la société. C'est-à-dire qu'en fait, on chercherait tous ces liens de solidarité, ce fonctionnement fraternel et cette coopération. Toute l'organisation de la société, elle serait basée comme ça. Voilà, pour faire en sorte qu'on coopère, qu'on s'entraide, pour donner la place à chacun. Et chacun doit trouver sa place dans cette société. Moi, un gouvernement vraiment des travailleurs, je pense qu'il généraliserait ce mode de fonctionnement. La bonne réponse, c'était juste ma question et je vous remercie. Merci. Bonjour. Merci pour votre présence. Ma première question, elle est très simple. Voilà, ce qui concerne chez moi en Afrique de l'Ouest, c'est le problème du CFA. Je ne sais pas quel est votre avis sur le franc CFA. Vous voulez une fin ou si vous voulez, qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, nous on voudrait une fin, mais on voudrait une fin à la fois du franc CFA, mais une fin aussi de la domination des intérêts français en Afrique, parce que moi je pense que la colonisation, c'est sûr, c'est fini, mais le pillage par la bourgeoisie française n'est pas terminé. Ouais. Voilà, donc nous on fait partie de ceux qui dénonçons les intérêts de la bourgeoisie française en Afrique, et qui fait que ça bloque le développement en fait de beaucoup de pays en Afrique. Ça c'est clair. Merci pour la réponse. Voilà. Et ma dernière question, que pensez-vous des policiers qui demandent, qui font des contrôles un peu chauds? Parce que les gens ils ont tendance à dire que c'est que dans les grandes villes, par exemple Lyon, Marseille, Paris, mais même ici à Bray. Moi je me suis fait attaquer plusieurs fois. Que pensez-vous des violences policières? Je pense que c'est bien sûr révoltant. Voilà. Et si vous êtes présidente, que pensez-vous prendre comme mesure? Si j'étais présidente, moi je pense que ce serait un gouvernement des travailleurs qui inventerait une toute autre façon de faire la police. Je pense que ça ne serait pas des spécialistes de la répression. Je pense que ce serait des gens qui s'organiseraient, qui feraient une pression collective s'il y a lieu de faire une pression collective. Hein. Mais ça ne serait pas une force de répression. Ce serait les gens eux-mêmes qui finalement feraient en sorte qu'on se respecte mutuellement. Okay. Ça n'aurait absolument rien à voir. Aujourd'hui, moi je pense que la police, vu ce qu'on lui demande de faire, hein, oui, son comportement forcément, il est très souvent injuste et souvent violent, et marqué aussi d'ailleurs par des préjugés, parce qu'il y a beaucoup de préjugés racistes dans la société, donc ça imprègne évidemment aussi la police. Vous ne pensez pas à un désarmement des policiers qui ne vont pas vraiment dans les cités chaudes? Je pense que... Parce que c'est avec des matraques et des baseballs que... Je pense que le pouvoir, il ne désarmera jamais sa police. Je pense que si nous on se bat, il faudra désarmer la police, oui. Mais ça ne viendra pas du pouvoir lui-même. Mais vous êtes pour ou pas? C'est comme si je demandais à une dictature de désarmer ses sbires. Ouais. Elle ne le fera jamais. Sa dictature, elle tient justement sur ses sbires et le fait qu'ils sont armés. Donc moi je pense qu'effectivement, en se battant, il faudra qu'on neutralise et qu'on leur relève les armes. Ça c'est sûr, ça fera partie des tâches qu'on aura à réaliser quand on se révoltera. Ok, merci. Par contre, moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec. J'ai bien compris. Voilà, ça sera tout. Je suis beaucoup content de votre présence. Je vous salue tous avec toute ton équipe. Ouais. Vraiment que Dieu m'aide la chance à votre faveur. C'est plutôt les travailleurs. Nous on met notre confiance et notre foi dans les travailleurs. Ça c'est très ce qu'on peut faire. Ça c'est très